pour ce colloque auquel nous accordons, vous le savez, une très grande importance. Je voudrais d'abord remercier l'INALCO pour nous accueillir aujourd'hui. Vous savez que ce colloque dure 2 jours et demi. Et la première demi-journée, donc l'inauguration, a lieu à l'INALCO, à la demande de l'INALCO, pour montrer son intérêt scientifique pour le thème que nous abordons aujourd'hui et au cours des 2 prochains jours. Et puis demain et après-demain, ce sera au CNRS, rue Michel-Ange, là aussi parce que le CNRS est en quelque sorte l'autorité naturelle d'accueil d'un colloque de ce type, dont la visée, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais dont la visée est à la fois scientifique et épistémologique à un degré assez élevé, et en même temps très pratique, pragmatique, puisque nous essayons de réfléchir à l'impact que les réflexions que nous allons avoir peuvent avoir sur les organisations, sur les structures d'enseignement supérieur et de recherche. Donc en raison de cette double nature, je dirais très théorique et très pratique à la fois, il était tout à fait normal que le CNRS joue un tel rôle. Et puis, beaucoup d'institutions sont concernées par ce qui se passe aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être là, à la fois national et international. J'adresse d'ailleurs un salut particulier au CEISAL, qui est le réseau européen d'études latino-américaines. Et je viens de voir que nous avions notre ami Vladimir Davidov et ses collègues russes de l'Académie des sciences de Russie qui sont là. Mais c'est tout à fait illustratif évidemment de la nature internationale que nous avons voulu pour ce colloque, qui est parti au départ de l'Institut des Amériques. L'Institut des Amériques réalise un colloque annuel depuis maintenant d'assez nombreuses années, depuis environ 10 ans. Tous ont donné lieu d'ailleurs à des actes auxquels vous pouvez vous référer. Et l'Institut des Amériques, vous le savez, je le rappelle très brièvement, puisque je pense que beaucoup le savent ici, a une originalité depuis son commencement, c'est de vouloir justement faire bouger les lignes des aires culturelles. Au départ, il s'agit entre les latino-américanistes et les nord-américanistes, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, de regarder dans quelle mesure ils peuvent travailler ensemble, dans quelle mesure ils ont des problématiques communes, non seulement à la frontière Mexique-États-Unis, mais de façon générale dans le contexte de la mondialisation, avec toute une série d'enjeux, comme par exemple l'immigration latino-américaine aux États-Unis, l'intégration économique, les nouvelles relations internationales avec les pays émergents, le déploiement de la côte pacifique, bref, toute une série de sujets qui, à un moment donné, ont fait qu'un nombre important de latino-américanistes et de nord-américanistes ont pensé qu'il y avait des problématiques communes à regarder, à la fois parce qu'ils avaient des problèmes concrets à aborder en tant qu'objet scientifique, mais aussi parce qu'ils sentaient que du point de vue même des grands concepts des sciences sociales, il y avait un intérêt ainsi à faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes ne signifie pas casser les lignes antérieures, parce qu'elles gardent une forte pertinence, mais au contraire, les mettre en relief grâce au déploiement de nouvelles lignes. Et d'une certaine façon, il se passait là, à partir du continent américain, une réflexion qui était à relier avec toutes les réflexions qu'il y a sur la mondialisation. Parce que ce que nous tâtonnions, si j'ose cette expression, ce autour de quoi nous tâtonnions, c'était autour de finalement des lignes nouvelles de la mondialisation, des lignes variables de la mondialisation, qui nous obligeaient à complexifier notre approche et à regarder dans quelle mesure non seulement le comparatisme, mais aussi des géométries variables d'approche des territoires étaient nécessaires. Le tout dans un contexte où les aires culturelles, de façon générale, sont questionnées dans le meilleur sens de ce terme, dans la mesure où il s'agit aujourd'hui d'avoir à la fois une approche très concrète des territoires et en même temps d'avoir une approche très, très globale du monde. Donc à partir de ces réflexions qui ont été à l'origine de l'Institut des Amériques, un certain nombre d'activités se sont déployées. Là aussi, je ne rentre pas dans tous les détails. Une structuration a eu lieu. L'Institut des Amériques rassemble aujourd'hui plus de 55 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et c'est sur cette base-là qu'il organise beaucoup de choses, qui se structurent en France autour de régions, et que chaque année, son colloque annuel qui précède son conseil scientifique, lequel aura lieu donc samedi prochain, son colloque annuel cherche à illustrer l'intérêt qu'il y a d'avoir une ère transaméricaine d'approche. C'est ainsi qu'on a eu des colloques annuels sur le vote dans les Amériques, les Indiens dans les Amériques, les femmes dans les Amériques, etc.
Nous avons donc eu l'idée, depuis maintenant plusieurs années en réalité, d'organiser le colloque qui a lieu maintenant, parce que nous avons pensé que nous devions nous interroger sur notre propre objet, faire preuve de réflexivité, et le faire avec d'autres, puisque évidemment, tout ce que je viens de dire n'est pas propre au continent américain, même s'il y a des spécificités du continent américain, peut-être certaines simplicités, ou moindre complexité plutôt, du continent américain, pour des raisons, je dirais, historiques et géographiques. Mais en tout cas, toutes les aires culturelles, puisque c'est ainsi qu'on les appelle en français, et on reviendra sans doute beaucoup sur les questions de vocabulaire au long de ces journées, puisque les aires culturelles sont évidemment et sont très importantes dans les sciences sociales et doivent être questionnées. Et à partir de là, nous avons évidemment parlé avec beaucoup d'interlocuteurs. J'ai cité le CNRS, mais il y a aussi d'autres institutions de portée nationale qui sont concernées. Je pense à la Fondation Maison des sciences de l'homme, et je remercie Michel Vivorca pour être présent, puisque c'est non sellement une institution amie, si je puis dire, avec des personnes amies, mais aussi une institution dont la portée globale, si je puis dire, et bien entendu je laisse Michel Vivorca développer ce point, fait que elle était tout à fait naturellement une institution partenaire. Mais l'Institut des Amériques a aussi un ancrage. J'ai cité tout à l'heure, j'ai fait référence tout à l'heure à sa naissance et à ses objectifs initiaux. C'était beaucoup des latino-américanistes et des nord-américanistes de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où il y a à la fois l'Institut des hautes études d'Amérique latine et l'Institut du monde anglophone en particulier, qui sont particulièrement concernés par ces enjeux, mais ce ne sont pas les seuls au sein de Paris 3. C'est pourquoi il nous a paru très important de proposer au président de Paris 3, Karl Bonafou, d'être présent aujourd'hui en raison du rôle spécifique de cette université. Je le remercie vraiment très vivement d'avoir accepté cette invitation. Et puis, vous le savez, Paris 3 est engagé avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans une grande commu, une très grande commu, Sorbonne Paris-Cité, présidée par Jean-Yves Mérindol. Et donc, Sorbonne Paris-Cité, non seulement du fait de la présence de Paris 3, mais aussi d'autres universités très impliquées par ce qui se passe dans l'Institut des Amériques. Sorbonne Paris-Cité donc, est particulièrement concernée. Donc je remercie Jean-Yves Mérindol, lui aussi, d'avoir accepté de faire l'ouverture aujourd'hui. Et puis, bien entendu, le Manuel Franck, au titre de l'INALCO, était la personne qui s'imposait en premier lieu cet après-midi, puisque, comme je l'ai dit en commençant, l'INALCO nous a fait l'amitié et l'honneur de nous proposer de nous accueillir. Donc avant de lui laisser la parole, puisque dans l'ordre c'est Manuel Franck, Jean-Yves Mérindol et Karl Bonafou qui vont s'adresser à nous, je voudrais simplement remercier tous ceux qui ont permis l'organisation concrète de ce colloque. Nous l'avons organisé au départ avec Jacques Potier, qui est vice-président de l'Institut des Amériques, ancien président de l'Association française d'études nord-américaines, spécialiste de littérature nord-américaine, et avec qui nous avons organisé ça en complicité, ainsi qu'avec Areski Cherfaoui, qui est présent aussi au deuxième rang, et dont je voudrais vraiment souligner le rôle important pour cette organisation, puisque d'abord, vous l'avez vu, si vous êtes participant, c'est lui qui était en première ligne, c'est lui qui a fait beaucoup pour que ce colloque existe réellement. Et puis il y a une originalité de ce colloque, je voudrais la souligner, puisque j'en ai souligné l'importance scientifique et institutionnelle jusque-là, mais c'est aussi que Areski Cherfaoui fait sa thèse sur ce colloque. Et au fond, ça n'est pas banal. Il nous arrive parfois d'organiser un séminaire autour d'un thésard, mais un colloque international autour d'un thésard, c'est plus rare. Et Areski Cherfaoui, qui est un thésard expérimenté, plutôt en toute fin de thèse qu'au début, est un spécialiste des aires culturelles, probablement l'un des tout meilleurs parmi nous, pour y consacrer tout son temps. Et il a cette visée épistémologique et scientifique qui est celle de ce colloque. Et donc il nous a paru très, très pertinent, très intéressant d'être ainsi à la croisée d'un sujet de thèse et d'un objet scientifique qui concerne un très grand nombre de personnes dont on va entendre certains au long de ces 2 jours et demi. Donc je voulais vous dire ça pour commencer, renouveler tous mes remerciements aux institutions que j'ai citées, et sans plus attendre, je donne la parole à Manuel Franck.
Donc, je suis très heureuse d'accueillir à l'INALCO la première session de ce colloque sur les aires culturelles qui va se dérouler donc sur 3 journées ou deux journées et demie. Finalement, c'est presque une vieille histoire, puisque l'an dernier, Aristide Cherfaoui était venu nous solliciter justement pour voir comment nous pouvions éventuellement contribuer à l'organisation d'un tel colloque. Nous n'avions pas donné suite à l'époque et nous étions évidemment très heureux cette année de voir revenir la thématique à un moment où nous étions plus disponibles en termes d'organisation. Donc nous sommes vraiment non seulement très honorés, très heureux et très honorés d'accueillir ce colloque sur les aires culturelles qui réunit un grand nombre d'institutions qui s'intéressent à cette question des aires culturelles. Et puis merci également Monsieur Blanquer de m'avoir confié les deuxièmes tout premiers mots de l'ouverture pour ce colloque, et donc de me confier la possibilité de dire quelques mots sur ces aires culturelles et surtout sur l'INALCO, puisque c'est à ce titre institutionnel que j'interviens en ouverture de ce colloque. Il me semble qu'accueillir un colloque sur les aires culturelles à l'INALCO dans ce bâtiment, particulièrement du pôle des langues et civilisations, c'est une action qui a un sens. Nous partageons ce bâtiment avec la BULAC, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, et donc nous sommes un bâtiment, un pôle entièrement dédié à l'étude des langues et des civilisations. Alors nous abordons ici les aires culturelles par le biais de ces langues et de ces civilisations, et il faut comprendre le terme civilisation dans un sens large, incluant toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il ne me revient pas à la position où je suis aujourd'hui d'affiner la définition de ce que sont les aires culturelles, ni d'en faire l'historique en France, que peut-être certains feront, ni à l'étranger, ni même d'argumenter sur l'intérêt que présente une telle approche. D'autres le feront et mèneront ces réflexions pendant les 3 journées de ce colloque. En revanche, je pense que ce n'est pas prendre trop de risques que de proposer une définition simple qui, je pense, enfin on verra, sera de toute façon consensuelle, de dire que les enseignements et les recherches sur les aires culturelles sont des enseignements et des recherches situées, je suis géographe, et qu'elles sont pluridisciplinaires et qu'elles constituent une expertise pluridisciplinaire sur une région donnée, notamment par la pratique de la langue qui permet l'accès à des sources primaires en langue locale et à la production scientifique en langue locale. Et ces 2 éléments sont très importants. Voilà, je m'arrêterai là en termes de propositions de fond sur ce que sont les aires culturelles. En tout cas, il semble important de pouvoir défendre cette approche sur les aires culturelles et par les aires culturelles dans le monde académique en tout cas, et puis parfois également auprès de décideurs. Cette approche doit être défendue parce qu'elle s'oppose parfois à des entrées d'analyse qui sont des entrées par discipline ou par thématique, notamment en SHS, en sciences humaines et sociales, puisque en SHS, les catégories d'analyse ont souvent été forgées dans des contextes occidentaux. Je plaide ici évidemment pour les aires culturelles non occidentales. J'anticipe des remarques de mes collègues. Les aires culturelles orientales, donc pour ce qui concerne l'INALCO, sont au cœur des missions de l'INALCO. Elles sont consubstantielles de l'INALCO, puisque leur étude, leur promotion et la promotion de cette approche constituent véritablement notre cœur de métier. Notre institut a été fondé à l'époque des Lumières pour aider à la politique et au commerce. Des 4 langues de départ, nous en sommes aujourd'hui à une centaine de langues et de civilisations. Nous sommes ainsi devenus un établissement supérieur, d'enseignement supérieur et de recherche qui est unique en France, mais probablement aussi dans le monde par le nombre de langues et de civilisations qu'il rassemble. Et nous enseignons et nous menons des recherches sur une centaine de langues et de civilisations du monde d'aujourd'hui. Nous n'assurons pas ou très peu d'enseignements sur les langues mortes, les langues anciennes, et peu sur les civilisations anciennes, si elles ne sont pas suivies jusqu'à aujourd'hui. Notre Orient démarre aux portes de l'Europe, à l'est de l'Allemagne, et si l'on fait le tour de la planète par l'est,
Nous proposons des contributions sur l'Europe centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, une fois franchi le Pacifique. Et nous accueillons 8500 étudiants de la licence jusqu'au doctorat. Bien évidemment, nous ne nous contentons pas de délivrer des enseignements de langue, car nous sommes convaincus, avec, je pense, tous les enseignements qui enseignent les langues et les civilisations, tous les établissements, pardon, qui enseignent les langues et les civilisations, que l'apprentissage d'une langue doit s'appuyer sur des savoirs concernant les contextes culturels, historiques, géographiques, économiques, sociaux, etc., dans lesquels ces langues se développent. Les aires culturelles constituent donc le fil rouge de notre organisation ici à l'INALCO, de nos diplômes, de nos équipes de recherche. Bien évidemment, la façon dont nous délimitons ces aires culturelles à des fins opérationnelles ou d'organisation sont parfois différentes de la délimitation de ces aires fondées sur des faits historiques ou des faits culturels ou des faits linguistiques. En tout cas, le périmètre de ces aires et les logiques de regroupement qui les sous-tendent font débat ici à l'INALCO. Récemment, pour quelques anecdotes, le débat a porté sur la reproduction en interne même des appellations ou des périmètres coloniaux dans le nom de nos départements ou sur la place de certains domaines d'études qui se trouvent aux interfaces entre plusieurs départements ou plusieurs régions. Ainsi du pachto, qui est placé actuellement dans le département Eurasie, selon une logique de famille linguistique, mais cette langue souhaite rejoindre le département Asie du Sud, qui, lui, propose des enseignements de civilisation sur l'Afghanistan et sur le Pakistan. Voilà une anecdote, un type de débat qui peut alimenter nos discussions ici à l'INALCO. Quoi qu'il en soit, ces aires culturelles sont fondatrices à l'INALCO. Nous délivrons des diplômes en langue et civilisation. Nous avons des équipes de recherche sur toutes les parties de notre monde oriental, sur l'Europe, l'Eurasie, Moyen-Orient, l'Asie, le nord de l'Afrique. Entre parenthèses, nous avons également des équipes qui se définissent par un périmètre disciplinaire. Donc, nous participons en interne, nous menons en interne un débat qui, à mon avis, sera porté également au cours de ce colloque. Nous participons activement au JCR culturel du CNRS. 2 congrès auront lieu d'ailleurs dans nos locaux en juin et en septembre prochain. Et nous prenons toute notre part dans les débats sur les grands enjeux d'aujourd'hui, particulièrement vus d'Orient. Nos enseignants-chercheurs sont sollicités sur des questions d'actualité, bien sûr, mais également, très souvent aussi, sur les fondements culturels des sociétés du monde. Et à ce titre, nous pouvons être tout à fait complémentaires d'autres institutions, des autres institutions, qui travaillent sur les aires culturelles pour des complémentarités aréales ou disciplinaires. Et je ne citerai que l'Institut des Amériques, bien sûr il y en a d'autres, puisque vous organisez ici ce colloque. À l'INALCO, nous avons peu d'enseignements et de recherche sur les Amériques. Nous avons des spécialistes des langues et civilisations quechua, maya, inuit. Nous enseignons également le guarani, le nahuatl. Nos enseignants sont de très grande valeur, mais ils ne sont que 3. Et bien évidemment que nous ne sommes pas en capacité de constituer un pôle pluridisciplinaire sur les Amériques, notamment en l'absence à l'INALCO d'une approche par l'anglais, l'espagnol ou le portugais. Voilà. Ce constat me semble pouvoir constituer une forme de transition pour passer la parole à Jean-Yves Mérindol. En tout cas, je nous souhaite d'excellents débats qui, à coup sûr, nous aideront ici à l'INALCO à réfléchir à nos pratiques de recherche, à la nature même de notre expertise et, qui sait même, peut-être à nos organisations. Je vous remercie. Merci. Je remercie évidemment Jean-Michel Blanquer de cette invitation et je remercie Manuel pour la présentation qu'elle vient de faire de l'INALCO. Il m'appartient maintenant de dire des choses sur l'Université Sorbonne-Paris-Cité. L'Université Sorbonne-Paris-Cité, d'abord je vais la présenter de façon très factuelle. On regroupe actuellement 8 établissements d'enseignement supérieur situés principalement en Île-de-France. Donc les 8, c'est dans l'ordre de numéro des universités Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Carl Bonafou-Murat va parler dans un instant. Paris 5, René Descartes, Paris 7, Diderot, et Paris 13, principalement au nord de Paris.
mais aussi 4 écoles ou instituts, l'INALCO d'une part, l'Institut de physique du globe d'autre part, l'école de santé publique qui est principalement à Rennes mais qui a aussi une activité à Paris, et enfin Sciences Po. Voilà. Donc vous voyez la diversité des établissements que nous regroupons. Pourquoi cet effort de regroupement ? J'en dirai un mot d'une certaine façon, mais d'une façon à mon avis plus limitée qu'on ne le croit. On est aussi, nous et les autres regroupements de même nature en Île-de-France ou en France. Vous savez que nous sommes créés maintenant comme, ou presque créés, nous attendons un décret d'approbation comme communauté d'universités et d'établissements. C'est le jargon législatif pour donner le cadre institutionnel, de par une loi récemment votée en juillet 2013. Dans les préoccupations des pouvoirs publics qui ont conduit à cette loi, il est clair que les comparaisons internationales, ce que la mondialisation veut dire pour les universités, ce que l'internationalisation veut dire pour le système universitaire a joué. Donc c'est en ce sens-là que, d'une certaine façon, nous sommes, nous et nos voisins ailleurs en France, des enfants de la mondialisation. Mais l'histoire de la mondialisation, dans tous les secteurs et dans l'histoire de l'enseignement supérieur, est plus compliquée qu'on ne le croit. Et elle n'est pas quelque chose qui est une histoire linéaire où s'imposerait un modèle qui ensuite aurait à être transposé ailleurs. Les différentes façons d'organiser l'enseignement supérieur dans le monde s'influencent mutuellement et les influences peuvent être ironiques, décalées dans le temps et avec des effets surprenants. J'en donnerai quelques illustrations ensuite. Voilà. Néanmoins, vont nous rejoindre, tous les votes sont maintenant acquis, 5 organismes de recherche, que je cite aussi, puisque la plupart d'entre eux ont une activité dans le thème qui vous intéresse, le CNRS, l'INSERM, l'IRD, l'INRIA et l'INEDS. Voilà, donc nous allons passer à 13 membres dans les temps qui viennent, et vous savez que la situation parisienne, pour ceux qui s'intéressent à Paris, est une situation qui parfois est vivante et complexe. Je pense de façon euphémisée à la difficulté que connaît un autre ou qu'a connu un autre groupement qui a éclaté ESAM. Donc nous sommes en discussion, mais d'autres le sont aussi, avec d'autres établissements, la Maison des sciences de l'homme, le HESS, l'École pratique des hautes études et l'École française d'Extrême-Orient, à qui nous avons proposé, s'ils le souhaitent, mais la décision leur appartient, de rejoindre les uns les autres ou tous ensemble notre regroupement. Et les décisions de principe sur ce terrain seront prises par ces établissements d'ici la fin de l'année. Voilà. Toujours sur le plan factuel, on regroupe actuellement à peu près 120 000 étudiants. C'est à la fois beaucoup, imposant, un peu théorique, puisque sur ces 120 000 étudiants, j'en vois relativement peu, ce qui veut dire que fort heureusement pour eux, ce qu'un étudiant attend de l'enseignement supérieur, pour le principal, n'est pas quelque chose qui est fourni par l'Université Sorbonne Paris-Cité, mais qui est fourni par les établissements, les départements, les composantes dans lesquelles il vit tous les jours. Nous n'avons pas évidemment de façon directe à avoir un souci de proximité, souci important, mais que d'autres font à notre place. Ce qui veut dire que sur chacune des activités principales de l'enseignement supérieur en France ou dans le monde, nous devons à la fois être très ambitieux, et j'espère que nous le sommes, et en même temps très modestes, parce que nous sommes tout jeunes, tout récents, et qu'il n'est pas question de faire à la place des établissements qui existent et qui continuent à exister et que nous regroupons, des choses qu'ils font très bien. Donc ça nous oblige à être très sélectifs sur le type d'action que nous choisissons de mener. Si je regroupe ces actions suivant 3 grands thèmes, et je le fais parce que 2 d'entre eux au moins sont en rapport direct avec votre colloque, les actions peuvent être regroupées sur la question de l'attractivité, l'internationalisation, la mondialisation, la globalisation, vous employez les mots que vous voulez, à la fois attractivité pour les étudiants, pour les enseignants, pour être capable aussi d'avoir des projections. Je donnerai quelques exemples de nos activités à l'étranger d'une façon plus forte que ce que chaque établissement isolé peut faire. Voilà le premier thème, donc le thème international. Le deuxième thème, et c'est vraiment un thème central, c'est tout ce qui peut être la pluridisciplinarité. Certains des établissements que nous regroupons sont déjà pluridisciplinaires, d'autres le sont peu ou pas du tout. Et une partie de notre activité est d'établir des ponts, pas à l'intérieur des établissements, ça ils savent le faire, mais d'un établissement à l'autre pour mener des activités qui sont des activités croisant des disciplines, pas simplement, si je prends l'exemple des sciences humaines et sociales, même si c'est très important, au sein même des sciences humaines et sociales, mais aussi avec des sciences exactes, biologiques, naturelles, au-delà des sciences humaines et sociales. Je vais citer un seul exemple, parce que je le trouve très intéressant. Un des laboratoires d'excellence, vous connaissez ce jargon, en tout cas pour les Français, le LABEX, qui s'appelle Who I Am,
qui suis-je, et va de gens qui sont dans la biologie génétique fondamentale jusqu'à la psychanalyse, en passant par la psychologie, et autour du thème de l'identité des personnes, vues sous des aspects qui sont extrêmement différents, extrêmement complémentaires et extrêmement difficiles à articuler. Donc c'est cette difficulté qui a attiré ces chercheurs pour faire ce travail de pluridisciplinarité que je pense être un travail original pour lequel notre existence présente un intérêt. Et puis le dernier thème, c'est l'innovation pédagogique, et en particulier dans l'innovation pédagogique, tous les changements que maintenant tout le monde s'en rend compte, les dispositifs numériques, pas en tant que tels et seuls, mais couplés avec des dispositifs plus classiques pédagogiques, peuvent apporter dans la formation pédagogique, dans l'acte pédagogique vers les étudiants. Voilà, vous voyez que deux de ces thèmes, au moins l'internationalisation et la pluridisciplinarité, sont des thèmes qui vous importent et qui sont au cœur de vos activités. Ça nous a conduit dans les orientations qu'on se donne pour les années qui viennent et dans le cadre même écrit d'un document formel qui est le contrat que nous avons passé tout récemment en juillet avec l'État pour la période 2014-2018, à définir des enjeux sociétaux sur lesquels il nous semble qu'avec les compétences que les chercheurs, enseignants-chercheurs rassemblés au sein de Sorbonne Paris-Cité, parfois au-delà, bien entendu, on ne s'interdit pas, Dieu seul loué, des collaborations avec d'autres établissements et d'autres laboratoires, que ces chercheurs, sur leurs compétences de formation ou de recherche, peuvent contribuer à éclairer, à faire avancer des débats sociétaux et eux-mêmes à être influencés par ces questions sociétales. Et nous avons défini 4 thèmes sociétaux. Je vais vous en donner la liste. Le premier, dans l'ordre, peu importe, progrès, environnement et société humaine. Le deuxième, les enjeux publics de la santé. Un troisième, sur la science des données, qu'on appelle en général Big Data. Et un quatrième, sur la diversité des cultures et des sociétés du monde. Je reviendrai évidemment sur la diversité des cultures et des sociétés du monde, parce que là, on trouve très explicitement tout ce qui concerne les aires culturelles. Mais je veux insister sur le fait que les autres thèmes, notamment les deux premiers, progrès, environnement et société humaine, ou bien le thème des enjeux publics de la santé, ne peuvent pas se traiter sans avoir une approche liée à la diversité des cultures et la diversité des civilisations et la diversité de la façon dont ces thèmes sont abordés, ces sujets sont abordés dans les différents pays. L'exemple, qui est un renouvellement d'exemples qu'on connaît très bien en santé publique, la crise Ebola, qu'on connaît actuellement, est une crise où il est évident que les questions culturelles, les questions d'organisation sociale, d'organisation des systèmes de santé dans les différents pays où cette crise apparaît sont des questions majeures, et de ne pas les avoir saisies d'une façon extrêmement fine dès le début a contribué à une complication de ces crises et à ne pas savoir immédiatement par les grands organismes internationaux ou autres, savoir la traiter avec assez de profondeur. On peut espérer qu'actuellement les choses se règlent un peu mieux, mais on voit bien que sur un sujet qui a priori est un sujet de santé, qui a une composante vraiment directement biologique, comment on travaille pour lutter contre un virus, les aspects culturels sont des aspects considérables et que les médecins eux-mêmes, à tous les niveaux, doivent savoir approcher. Voilà. Donc le thème des enjeux publics de la santé, nous ne le voyons pas comme un thème seulement français, nous le voyons comme un thème aussi qui nécessite une approche internationale, d'où l'importance des questions d'air culturel. Mais évidemment, le thème qui est le plus en prise avec ce que vous faites, c'était le dernier que j'ai cité, la diversité des cultures et des sociétés du monde. Là aussi, on cherche à avoir des approches interdisciplinaires. Je dis on cherche ou on va chercher, parce qu'en l'occurrence, on est dans une phase de construction. On démarre vraiment la façon dont on va organiser ce travail, qu'est-ce qu'on va demander, quelles sont... L'organisation, c'est quelque chose qu'on commence maintenant, donc je n'ai pas de résultats à donner. Simplement, les pistes qu'on a privilégiées sont des pistes qui à la fois vous concernent, mais toujours avec cette ouverture vers d'autres disciplines. J'ai déjà évoqué la santé, l'environnement évidemment, l'histoire, la philosophie des sciences, et puis tous les spécialistes ici des Amériques, mais bien entendu, la diversité des cultures et des sociétés du monde ne se réduit pas aux Amériques. Je termine sur 2 points. Le premier point sur l'internationalisation. Nous avons une activité que je dois citer pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons passé des accords avec un certain nombre de pays du monde, un certain nombre d'universités, et il se trouve que dans les accords déjà conclus, 2 concernent l'Amérique latine, 2 accords même concernent l'Argentine. L'un a été signé avec l'ensemble des universités publiques d'Argentine qui ont une conférence qui s'appelle SIN et qui permet d'avoir un développement de relations entre ces universités et les établissements de Sorbonne Paris-Cité. Actuellement, une délégation se trouve d'ailleurs en Argentine
pour continuer à approfondir ce dialogue et voir comment concrètement mettre en place des projets de recherche ou de formation communs. En Argentine, nous avons passé un accord analogue avec l'organisme de recherche qui aide aux recherches de ces universités que vous connaissez, le CONICET. Et là aussi, un dialogue continue à se faire avec le CONICET et nous espérons arriver en 2015 à avoir un programme de recherche conjoint Sorbonne-Paris-Cité CONICET, pour prendre cet exemple. Le deuxième exemple en Amérique latine, de même nature, un peu différent, c'est un accord que nous avons passé avec l'Université de Sao Paulo, l'USP. Le recteur de l'USP était en France et a rencontré des gens de Sorbonne-Paris-Cité la semaine dernière. Et là aussi, l'accord est d'une nature différente, c'est un accord d'une certaine façon symétrique. Nous installons une représentation permanente au sein de l'USP, pas dans le seul but d'avoir des relations avec l'USP, mais d'avoir des relations avec l'ensemble des établissements de l'État de Sao Paulo, voire au-delà, mais enfin le Brésil est trop grand pour qu'on demande aux gens de faire tout. Et réciproquement, l'USP va installer une antenne ici, à proximité d'ailleurs, dans ce quartier. En France, ils installeront quelque chose d'analogue à Lyon, et nous tenons d'ailleurs à travailler conjointement avec Lyon pour bien harmoniser nos différentes activités. Voilà, et là aussi, il y a une discussion pour voir comment nous pouvons financer ensemble des échanges d'étudiants, master, des systèmes de programmes de formation conjoints, etc. Mais je prends un deuxième exemple qui nous éloigne des Amériques. On est en train de réfléchir, et dans une réflexion qui est difficile, et c'est parce que la réflexion est difficile qu'on essaie de le faire, c'est de se dire comment avoir une activité dans des pays qui ne sont pas spontanément dans la représentation du monde qui s'est installée en France, soit parce que nous avons une représentation du monde très européano-centrée, soit parce qu'il y a eu l'histoire coloniale du pays, soit pour d'autres raisons. Je prends un exemple qui n'est pas qu'un exemple anecdotique. On fait des efforts pour être présent au Kazakhstan. Le Kazakhstan ne fait pas partie de la carte spontanée du monde du milieu universitaire. Je ne peux pas dire que ce soit un pays qui a une activité scientifique considérable. Des relations que la France ou les établissements français avec l'ancienne URSS étaient des relations très largement centrées sur Moscou et Saint-Pétersbourg, et les zones de ce type-là disparaissaient. Néanmoins, ce n'est pas très difficile de comprendre que ce pays peut jouer, ça dépend de la stabilité, des évolutions sociales, culturelles, économiques, de beaucoup de choses, mais peut jouer un rôle très important dans les 20, 50 ans ou 100 ans qui viennent. Et c'est important aussi d'être là-dessus sur une action volontariste. Et il nous semble que ça vaut la peine de tenter quelque chose dans une projection de très long terme. C'est du volontarisme, on n'a pas eu une pression de nos enseignants pour aller au Kazakhstan, mais c'est un volontarisme qui se révèle plus facile que ce que je ne craignais. Dès qu'on dit on veut faire quelque chose au Kazakhstan, on trouve qu'il y a plusieurs dizaines de personnes, pas simplement à l'INALCO, bien entendu à l'INALCO, mais aussi à Paris Diderot, mais aussi ailleurs, qui ont déjà des rapports avec le Kazakhstan et qui ne demandent qu'à s'investir dans un projet de ce type. Même exemple, je ne l'ai pas développé, et l'histoire est différente avec l'Afrique, où on aimerait avoir une action de long terme avec l'Afrique, pas nécessairement en s'y installant. La façon dont cette action peut se mener mérite beaucoup de réflexion. On est engagé au début de ces réflexions. Voilà, je termine de façon brève en expliquant qu'on peut penser que l'organisation universitaire dans le monde entier est une création qui vient en droite ligne des universités médiévales, donc de l'Europe. En première approche, c'est très certainement largement vrai. Ce n'est pas aussi vrai que ça. Bien entendu, d'autres pays, je pense au Japon au moment de Meiji, je pense à ce qui s'est passé en Amérique latine et tout, se sont largement inspirés du dispositif européen, mais ont créé aussi dans leur propre mécanisme de formation des dispositifs, des modèles, des façons de penser l'enseignement supérieur, son rôle au sein de la société qui sont largement différents. Donc je fais une suggestion implicite, c'est que sur le travail des aires culturelles, la façon dont les approches peuvent se faire d'un pays à l'autre, d'une ère à l'autre, d'une zone à l'autre, sur la façon dont on conçoit, non pas les structures de l'enseignement supérieur, même si c'est quelque chose d'intéressant, mais ce qu'est même l'enseignement supérieur et la recherche, est quelque chose qui mériterait des approches comparatives générales, qui ne sont que peu faites à ma connaissance et qui peuvent être un thème d'étude. En tout cas, pour moi qui ai la responsabilité de construire quelque chose d'aussi improbable qu'un ensemble rassemblant 120 000 étudiants, 8 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 13 actuellement établissements d'enseignement supérieur qui très légitimement tiennent à leur autonomie et à leur image, ces approches et ces comparaisons mondiales, et de penser qu'ailleurs dans le monde on peut penser différemment qu'en France, est à la fois séduisant et réjouissant, et en tout cas serait un point d'appui utile pour ce qu'il nous reste à faire. Merci.
Merci tout d'abord à Manuel Franck d'accueillir ce colloque et merci à Jean-Michel Blanquer de l'invitation à dire quelques mots à l'inauguration de ces 3 journées. Je commencerai par dire que Sorbonne Paris-Cité m'a permis de découvrir qu'il y a des conceptions différentes des aires culturelles. Les débats que nous avons eus pour préparer le contrat d'établissement se sont accompagnés de réflexions de fond. Et avec Manuel, le mercredi matin, nous avons eu l'occasion d'échanger sur les conceptions différentes que moi, angliciste, avait de la notion d'aire culturelle, et j'ai découvert effectivement que l'INALCO revendiquait une conception différente de celle que nous partageons plutôt avec l'Institut des Amériques. Les aires culturelles sont-elles occidentales ou pas? C'est un des grands enjeux et je trouve passionnant et bien que cette question soit d'une certaine manière abordée ici même à l'INALCO en recevant l'Institut des Amériques. C'est un peu Eats, Meets, West qui se joue dans ce colloque. Et donc, au nom de la Sorbonne Nouvelle, qui est l'établissement de rattachement de l'Institut des Amériques, je remercie profondément l'INALCO, mais aussi le CNRS, d'accueillir et d'appuyer pleinement un tel colloque qui effectivement donne à la fois une visibilité accrue à un institut qui en possède beaucoup déjà, mais qui aussi met en valeur l'importance d'un sujet tel que les aires culturelles. Il y a près de 350 enseignants-chercheurs qui travaillent autour de ce domaine au sein de Sorbonne Paris-Cité, plus d'une vingtaine d'équipes, dont l'UMR CREDA, et c'est véritablement un des domaines dans lequel je crois que Sorbonne Paris-Cité peut être considérée comme la première force d'Europe au jour d'aujourd'hui, étant donné la puissance et la richesse des recherches qui sont menées dans ce domaine. Alors évidemment, parmi toutes ces aires et parmi toutes ces forces, les Amériques et donc l'Institut qui en incarne la recherche ont aujourd'hui une place spéciale, place qu'elle a acquise et confortée en quelques années seulement. Je relisais ce que dit le pré-rapport Sabouret de l'Institut des Amériques il y a quelques années. C'était déjà un éloge assez appuyé. Je cite un encadré. L'initiative majeure dans cette ère culturelle, les Amériques, provient de la mise en place d'un institut en mars 2007. L'Institut des Amériques fédère une grande partie des recherches et rassemble 40 centres, pour la plupart universitaires à Paris, transdisciplinaires, ayant réussi à sortir des clivages entre organismes de recherche. L'IDEA s'appuie également sur des pôles régionaux dont certains paraissent très actifs, et l'ouverture programmée, on était en 2007, de différents pôles en Amérique du Nord et en Amérique latine va permettre de mener une réflexion sur la notion d'aire culturelle et la transaméricanité. Et donc, ce rapport date de 2010, parlait de l'ouverture en 2007, et donc 4 ans plus tard, il est clair que l'Institut des Amériques a largement tenu ses promesses, par exemple en ouvrant effectivement des antennes dans les différents pays d'Amérique, mais surtout, et je trouve que c'est une initiative particulièrement heureuse, en les confiant à des doctorants, à la fois pour la gestion, pour l'animation, ce qui leur permet à eux-mêmes, ces doctorants, de se former à la recherche, et de se former à l'animation de la recherche. Il y a aussi la chaire des Amériques qui permet, bon an mal an, d'accueillir 6 à 7 chercheurs, lesquels chercheurs rayonnent sur les territoires français. Donc ce qui me paraît fondamental, c'est que l'Institut des Amériques a une double capacité à mettre en réseau un nombre très important d'institutions et de centres de recherche sur le territoire français. Il était question de 40, c'est aujourd'hui, me disait Marion, 58 centres qui sont mis en réseau grâce à l'Institut des Amériques, mais aussi à cette capacité de se projeter au-delà des frontières françaises, notamment par les antennes qu'elle a construites en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et d'Est en Ouest. Et par cette sorte de dialectique, l'Amérique et les Amériques et l'Institut des Amériques a donc vocation, me semble-t-il, à jouer un rôle fondamental dans la redéfinition des aires culturelles dans les politiques européennes. C'est une question qui est devenue quand même centrale dans différents pays d'Europe. Je ne crois pas qu'il y ait malheureusement au jour d'aujourd'hui
d'initiatives majeures à un niveau gouvernemental, tel qu'il y en a eu par exemple en Allemagne il y a quelques années, où en 2006, un rapport du Conseil de la science et des humanités faisait du renforcement et de la promotion des aires culturelles l'une des 6 priorités de son plan d'action pour les années à venir, faisant par là le constat que l'Europe, et on n'était pas encore dans la crise que l'on connaît aujourd'hui, mais que l'Europe est une entité fragile, mais que cette entité fragile, dès lors qu'elle entre en crise, ne connaît pas simplement une crise de représentation politique ou une crise économique, mais aussi plus profondément une crise culturelle qui ébranle les humanités classiques. Je crois que l'une des grandes vertus et l'une des incertitudes, mais c'est sa force de la notion même d'ère culturelle, c'est d'ébranler les humanités traditionnelles avec ce moment que nous traversons d'aujourd'hui, qui me semble-t-il est un moment non pas de tâtonnement, mais un moment où les choses, où les réflexions ne sont pas encore systématisées et ne sont pas encore formalisées en une sorte de supradiscipline. Supradiscipline qui serait également, qui traverserait les nations. Je crois que les aires culturelles, et c'est en cela que ce colloque me paraît passionnant, sont une notion qui hésite encore à se cristalliser sous telle ou telle forme. De ce point de vue-là, et on voit bien pourquoi par exemple l'Allemagne a pu prendre une telle orientation, de ce point de vue-là, les aires culturelles se situent dans le droit fil de traditions culturelles, historiques, nationales, spécifiques. Par exemple, il est clair que pour l'Allemagne, c'est la tradition de la Kulturwissenschaften, des sciences culturelles, qui a permis de donner cette impulsion à l'importance des aires culturelles. Mais en même temps, les aires culturelles ou les Kulturwissenschaften ne sont pas un paradigme surplombant. C'est plutôt une forme intégrative de la recherche et de la pensée, et notamment de tout ce qui constitue la ou les cultures d'une ère. Et je voudrais plaider, puisque Manuel se permettait de plaider aussi au début de son intervention, je voudrais plaider pour ne pas négliger le second terme de la formulation, cela paraît évident, culturel, parce que justement, dans ère culturelle, l'adjectif permet, à travers des approches comparatistes, d'englober des disciplines qui ne sont pas simplement les disciplines traditionnelles des SHS. Je suis littéraire et en tant que littéraire, il m'importe que les aires culturelles restent au contact des arts, de la littérature, mais dans cette pratique intégrative qui est la leur, parce que je crois profondément que les aires culturelles sont un laboratoire expérimental en tant que notion, et que ce laboratoire expérimental doit permettre de dépasser non seulement les dichotomies Est-Ouest, mais les dichotomies SHS-ALL qui sont si constitutives de notre, je dirais, périmètre scientifique français. Donc je suis certain que ce colloque fera date, et je le dis avec beaucoup d'estime pour les personnes qui l'ont préparé. Je pense qu'il faudra faire une importance ou un pas décisif à la recherche sur les aires culturelles, et que je me réjouis qu'il ait à la fois lieu à l'INALCO, au sein de Sorbonne Paris-Cité, et avec l'appui plein et entier de la Sorbonne Nouvelle. Les aires culturelles sont depuis très longtemps juste en dessous de la surface de beaucoup de choses. Grâce à ce colloque, elles vont venir pleinement à la surface, et donc je vous en remercie, et j'espère que ce colloque est le préalable à de nombreux développements qui se traduiront dans les années à venir. Merci beaucoup.